Merci d'être tous là. Si c'est possible de couper vos caméras pour ne laisser que celles de Lionel Collet et de Jean Messi, ce serait parfait. Voilà, voilà. Merci vraiment Lionel, merci Monsieur Lessie d'avoir accepté ce thème. Je crois qu'à l'heure actuelle, l'évaluation des produits de santé est un thème crucial pour les entreprises, bien sûr, mais aussi pour les malades. Pour les fédérations hospitalières, on le voit par exemple avec les appels de Jean-Yves Blais sur Unicancer. Il en avait fait le thème de sa convention cette année d'ailleurs, tout ce qui concernait l'innovation et l'accès à l'innovation. Et donc, il est toujours très intéressant de savoir comment les applications, les textes d'application européens vont impacter la France. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se demandent comment ça va impacter et est-ce que ça va faciliter les procédures. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite la parole. Merci encore de votre présence et nous vous écoutons avec attention. Merci Olivier, bonjour à tous et à tous. Alors merci de cette invitation au Café Nil. Alors, à titre personnel, la dernière fois que je suis intervenu à un Café Nil, c'était en 2015 pour parler du CSIS 2016 qui se préparait. Donc une fois tous les 9 ans, c'est respectable. Et là, j'ai le plaisir d'avoir cette intervention avec Jean Lessie, qui, comme vous le savez, est le directeur général de la Haute Autorité de Santé. Alors, je ne suis pas certain que tout le monde ait le même niveau d'information sur ce qu'est ce règlement européen. Et puis, je vais être très terre à terre, j'aurais tendance à dire que probablement même sur la HAS, tout le monde n'a pas le même niveau d'information sur ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Alors, je voudrais faire un rappel et essayer de situer où se passe ce règlement européen dans nos activités à nous, HAS, mais bien au-delà, évidemment, des conséquences qu'il va avoir, aussi bien pour les États membres que pour les industriels et évidemment pour les patients. Alors, premièrement, la HAS, je le rappelle, elle a 20 ans, elle date de 2004. L'année est importante et je vais dire pourquoi tout à l'heure. C'est une autorité publique indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une agence sanitaire, elle n'a pas de tutelle ministérielle dans ce cadre-là, et elle a été créée par une loi relative à l'assurance maladie pour évaluer les produits au sens large de santé qui vont être soumis à remboursement, mais aussi pour élaborer des recommandations et s'assurer de la bonne pratique. Et pour simplifier, nous avons 3 domaines d'activité: l'évaluation des produits de santé, j'inclus dedans les actes professionnels, l'évaluation des établissements. Alors, soit les établissements de santé, c'est une certification, soit les établissements sociaux et médico-sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on couvre aussi ce champ, c'est une évaluation, soit l'élaboration de recommandations de bonne pratique. Alors, ce règlement européen va concerner qu'une seule de nos grandes missions, qui est l'évaluation des produits de santé. Ça, c'est le premier élément. Je disais 2004 est une date importante parce qu'en réalité, ce règlement qui a été publié en 2021, les États membres ont commencé à travailler dès 2006 sur le sujet, en bâtissant un réseau progressivement qui s'appelait EUNETA, on va dire pour simplifier, le réseau des équipes qui font du HTA, c'est l'évaluation des technologies de santé au niveau européen. Et c'est ce qui a abouti au règlement de 2021, règlement sur lequel nous allons largement revenir, mais qui rentre vraiment en œuvre le 12 janvier prochain pour l'évaluation de certains médicaments, qui sont les médicaments en cancérologie et les thérapies dites innovantes. Il faut tout de suite que vous ayez à l'esprit qu'en 2030, ce règlement s'appliquera à tous les médicaments et s'appliquera aux dispositifs médicaux dès lors qu'ils sont de classe 3 ou de classe 2B, et qu'il s'appliquera aussi à certains dispositifs médicaux diagnostiques in vitro qu'on appelle la classe D. Pour faire simple, on y va progressivement. 2025, ce sont simplement les médicaments en oncologie et les médicaments, les thérapies innovantes. Ensuite, 2028, ce seront les médicaments qui ont le statut orphelin, et 2030, ce sera tout. Alors, une fois qu'on a dit ça, très concrètement, en quoi ça consiste ce règlement européen? Alors, avant d'aller sur le règlement européen, je crois qu'il faut bien comprendre ce qu'on fait les uns et les autres. Premièrement, lorsqu'un industriel dépose un médicament, fait une demande d'évaluation d'un des médicaments à des fins de remboursement en France, il va à la HAS, et la HAS a 2 étapes dans son travail. Une étape purement scientifique, d'évaluation scientifique du médicament, c'est-à-dire qu'on va regarder la littérature, qu'est-ce qui a été publié, quelles sont les données apportées par l'industriel, et puis une deuxième étape qui est l'étape d'appréciation à des fins de remboursement, qui est l'étape commission de la transparence. Et je vais laisser donc Jean Lessie rentrer un peu plus dans le détail pour que vous compreniez qu'il y a une seule de ces 2 étapes
qui devient européenne, la première. La seconde reste à la main des États membres, ce qui veut dire, en d'autres termes, il y aura toujours une commission de la transparence qui sera opérationnelle pour donner un SMR et une ASMR. Je ne vais pas plus loin dans cette très brève introduction. Je laisse Jean poursuivre et éventuellement je reprendrai la main avant les questions. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, en effet, peut-être deux mots pour compléter ce qu'a dit Lionel Collet, qui déjà, en termes d'introduction, voilà, va loin parce qu'il a expliqué le cœur de ce règlement européen. Donc, on a deux phases. On a une phase où on rassemble les données scientifiques, la matière première scientifique, bon, et on a une phase où, deuxième phase, cette matière scientifique permet de porter une appréciation, une note en quelque sorte, une cotation. Donc aujourd'hui, tout ça est fait à la HAS. Le service responsable de l'évaluation des médicaments fait la première phase, il rassemble la matière scientifique, et sur la base de son rapport, la commission de la transparence donne un SMR, une ASMR. Et sur la base de l'avis de la commission de la transparence, le ministère décide d'admettre au remboursement ou non, et le CEPS fixe le prix en échangeant avec l'industriel. Donc, ce qui remonte au niveau européen, c'est uniquement la toute première phase. Donc, cette phase où on rassemble les données scientifiques. L'idée sous-jacente, c'est que les données scientifiques, les rassembler objectivement, il n'y a pas de raison que ça se fasse d'une manière différente, finalement, dans les 27 États membres. Que l'appréciation portée sur cette matière première scientifique, elle, soit différente d'un État à l'autre, c'est tout à fait normal, puisque les critères qui sont utilisés pour donner, par exemple, en France, le SMR ou la SMR, sont des critères qui sont en fait branchés sur chaque système national d'assurance maladie. Or, l'assurance maladie, c'est en dehors du champ de compétences de l'Europe. C'est pour ça que le règlement de décembre 2021, il va en fait jusqu'aux frontières de la compétence européenne. Il ne rentre pas dans un domaine que les traités réservent encore aux États membres. Donc, voilà, c'est cette première phase qui remonte. Alors après, comment elle remonte? On aurait pu imaginer, et ça existe pour d'autres réglementations européennes, une autorité centralisée qui effectuerait à Bruxelles ou dans une autre ville européenne, mais en tout cas qui effectuerait seule cette étape d'analyse critique des données scientifiques. Le choix qui a été fait par le règlement de 2021, qui est un choix un peu analogue dans un autre domaine, la protection des données au RGPD, c'est de dire je ne vais pas créer une autorité centralisée, je vais mettre en réseau les autorités nationales qui font de l'évaluation des technologies de santé. Comme l'a dit le président Collet, ce réseau, il préexistait sous une forme beaucoup plus lâche dans le cadre du programme UNETA auparavant. Là, désormais, ce réseau des autorités européennes compétentes en matière d'évaluation de technologies de santé, il est reconnu par le règlement. Et donc, c'est ce réseau qui va collectivement rassembler cette analyse critique des données scientifiques. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, il va y avoir au niveau européen un groupe de coordination commune, qui est l'Assemblée des HAS européennes. Pour chaque médicament évalué et demain chaque dispositif médical à évaluer, ce groupe de coordination commune, il va faire trois choses. D'abord, il va fixer un peu la feuille de route de l'évaluation commune, les fameux PICO. Donc, le périmètre, les indications, les comparateurs à retenir et les résultats à juger. Donc, il va donner un peu la feuille de route de l'évaluation commune. Ça va se faire à 27. Deuxième temps, ce groupe de coordination commune va désigner deux autorités nationales, deux HAS nationales. L'une sera rapporteur de l'évaluation clinique commune, l'autre sera co-rapporteur. Donc, il y aura un binôme d'autorités nationales qui vont instruire et rassembler cette analyse critique des données dans un projet de rapport conjoint. Et troisième phase, on revient à 27. Le collectif des 27 va adopter ou discuter et modifier, mais en tout cas va endosser cette évaluation clinique commune. Et une fois que les 27 HAS, ce groupe de coordination commune, a endossé l'évaluation, eh bien, elle part dans les 27 États et on embraye sur les 27 procédures nationales d'admission au remboursement et de fixation du prix. Donc voilà un peu le mécano qui est mis en place, non pas une autorité centralisée, mais un réseau qui va travailler selon ces trois phases, à 27 pour donner la feuille de route, à 2 pour instruire et à 27 pour endosser le rapport. Et ensuite, on part sur les rails nationaux des systèmes d'assurance maladie. Voilà peut-être vraiment de manière très grossière le mécano prévu par le règlement de 2021. Après, on peut donner des coups de projecteur sur d'autres aspects, évidemment, la participation des patients, des choses comme ça, mais peut-être pour une introduction,
ça peut suffire sous le contrôle de Lionel, bien entendu. Oui, alors je ne vais certainement pas reprendre, mais pour résumer ce qui vient d'être dit, la phase d'évaluation scientifique telle qu'elle a été réalisée à l'HAS, selon la formule par les services de l'HAS, deviendra européenne. Mais derrière, l'ACT continuera à faire son travail normalement. Alors ensuite, il y a des questions qui vont se poser, et je pense qu'on va échanger là-dessus d'un point de vue concret, qu'est-ce que ça va changer pour l'industriel, pour le patient et pour les États membres, mais on voit déjà un avantage, c'est cette mutualisation qu'il va y avoir, mutualisation de la qualité des évaluations scientifiques, elles vont être homogènes à tous les niveaux. Alors on peut dire que nous sommes dans une logique de haute qualité parce qu'il y a une histoire, je veux dire, de l'ACT, de l'évaluation à la HAS. Tous les États membres ne l'ont pas au sein de l'Union européenne, il ne faut pas l'oublier. Donc cela va aider. Et puis, ça va être une autre approche. Je veux dire, d'abord, comme ça a été évoqué sous la forme qu'il y aurait une assemblée un peu européenne, ce qu'on appelle le groupe de coordination, 2 États membres auront en charge cette évaluation médicament par médicament. Mais il faut que vous soyez conscient que on pourrait se dire sur le papier, bon, la HAS aura moins de travail. Je vous dis tout de suite, pas du tout. Parce que pour l'ensemble des médicaments, nous serons impliqués dans la phase en amont, qui est la phase de définition des fameux PICO, c'est-à-dire des critères qui vont être vraiment pris en compte dans l'évaluation. Nous serons impliqués pour certains médicaments où nous allons être retenus pour l'évaluation ensuite. Et puis nous le serons de nouveau pour tous les médicaments sur ce qu'on en fait de cette fameuse évaluation clinique commune rapportée par deux États membres. Ce dont il faut être très conscient, c'est que la HAS a été partie prenante très engagée dès le début, dès 2006, et qu'aujourd'hui, elle est dans tous les groupes possibles. C'est-à-dire, nous sommes dans le groupe de coordination au niveau européen. Nous sommes dans le groupe, non seulement nous sommes dans le groupe, c'est quelqu'un de la HAS qui a piloté le groupe, qui élaborait des évaluations communes. Comment est-ce qu'on allait le faire concrètement? Donc, nous nous sommes préparés. Mais ce dont nous sommes parfaitement conscients, c'est que ça ne se fera pas sans du travail en plus, surtout la première année, et donc sans des moyens nécessaires alloués. Et je vous avouerai qu'en tant que président de la maison, je souhaite réellement que assez rapidement, on ait des textes, de nouveau, malgré le contexte politique, qui puissent nous dire pour 2025 quels seront nos moyens pour pouvoir faire face au fonctionnement de la HAS et notamment à la mise en place du règlement européen. Peut-être pour compléter, il va y avoir une phase de rodage aussi. C'est quand même extrêmement nouveau ce qui se passe. C'est un domaine où il y avait quand même une coopération européenne certes existante, mais qui n'était pas passée à la phase de travaux pratiques. Les autorités européennes se parlaient entre elles. Bon, là, on va finalement avoir un processus non pas de codécision, parce que ce sont des avis, ce sont des rapports d'évaluation scientifique, mais on va quand même avoir des productions communes qui serviront de base à des décisions nationales de remboursement ou non. C'est extrêmement nouveau. Et ça va nous conduire non seulement à travailler avec des autorités avec lesquelles nous ne travaillons pas jusqu'à maintenant, parce que dans le réseau actuel, il faut avouer que toutes les autorités nationales n'étaient pas aussi mobilisées les unes que les autres. Donc déjà, on va travailler avec toutes les autorités, avec des autorités qui ont une historique, une maturité variable selon les États, et on va devoir apprendre une culture commune de travail, très concrètement. On va quand même, non pas rédiger à 27 mains, mais se parler à 27, rédiger à 2 mains, l'évaluateur et le co-évaluateur, dans les phases qui ont été indiquées. Donc, il y aura nécessairement une phase de rodage. On nous pose beaucoup de questions. Les associations de patients nous posent des questions, les industriels nous posent des questions, les pouvoirs publics aussi se posent des questions, les parlementaires se posent des questions. On a une partie des réponses. Alors, les réponses, elles viennent au fur et à mesure parce que la Commission a adopté les différents actes d'exécution avec, comme l'a dit le Président, une forte contribution de la France. On apporte également des réponses pour ce qui est de l'adaptation des processus HAS, parce qu'on va devoir revoir nos formats de dossiers, nos guides de saisine. Bon. Mais il y a une partie aussi de réponses qui seront apportées au fur et à mesure en marchant. On va apprendre en marchant à 27. C'est comme toujours, évidemment, très ambitieux, mais on peut vraiment en espérer les différents gains, les différents avantages qu'a indiqué le Président. Donc voilà, il y aura une phase de rodage, on va apprendre en marchant. Je pense qu'il faut l'assumer. Alors, il y a des questions dans la conversation. Ah oui. Alors moi, est-ce que je me retourne vers Olivier, on attaque sur les questions ou est-ce que tu souhaites qu'on traite le dossier, on traite séparément, revenir sur certains points avant qu'on réponde aux questions? Moi, je pense qu'on on peut très bien passer aux questions, dans le sens où vous nous avez dressé un paysage qui est très clair. Et maintenant, on va être plus dans l'applicatif, justement, dans
Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser sur la façon dont cette phase de rodage va se mettre en place et comment tout ceci va se dérouler véritablement, en particulier dans le choix des pays, rapporteurs et co-rapporteurs. Alors, je passe la parole à Caton. Jacques Caton, qui n'a pas mis son micro. Oui, non, c'est bon. Rebonjour, Jacques. Voilà. En ce qui, comme l'a dit Lionel Collet, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du médicament et l'aspect des dispositifs médicaux implantables. Lionel et M. Dessy ont abordé l'aspect du médicament. En ce qui concerne l'aspect du dispositif médico implantable, en amont, le processus globalement pourrait être le même. En fait, il est différent parce que ceux qui sont chargés du marquage chez eux, ce sont des organismes notifiés. Il y a actuellement 50 organismes notifiés au niveau européen, qui sont d'ailleurs un peu surchargés de travail. Et il faut savoir que nous commençons à voir un peu les effets négatifs du système, enfin, ou tout au moins les problèmes que ça peut poser, puisqu'on se trouve confronté maintenant à des ruptures de matériel qui sont secondaires à des restructurations commerciales et qui sont secondaires à des abandons de produits qui n'étaient pas suffisamment rentables pour faire un dossier pour le marquage chez eux. Voilà. Donc, nous avons travaillé là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application pour les dispositifs médicaux implantables se fait en 2028. Et à partir de 2028, tout dispositif médical implantable qui n'est pas marqué CE ne pourra pas être soumis à la HAS pour le service médical rendu s'il ne l'avait pas déjà. Alors là, Jacques, on va expliquer des choses parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant. Il y a deux règlements européens à distinguer. Il y a le règlement dont nous parlons avec Jean Lessy, qui est le règlement européen pour l'évaluation des technologies de santé au sens large, le fameux règlement qualifié de HTA-HTA. Il y a en plus l'autre règlement auquel tu fais allusion, qui est le règlement européen sur les dispositifs médicaux, d'accord? Et qui est celui-là qui est à l'origine de la nécessité d'organismes notifiés et qui a pris du retard dans la mise en œuvre parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'organismes notifiés. En réalité, effectivement, ces deux règlements s'appliquent aux dispositifs médicaux, mais pour des raisons différentes. J'aurais tendance à dire que le règlement sur la partie DM est pratiquement en amont par rapport au règlement sur la partie HTA que nous, on va voir. Nous, on va voir le produit une fois qu'il y a une demande de remboursement par l'industriel, alors que l'autre règlement, c'est à la limite ce qui va en partie le précéder. Peut-être que Jean souhaite ajouter quelque chose. Ah oui, non, mais en fait, c'est vrai, on aurait dû le repréciser. Dans le paysage européen de la santé, il y a deux phases. Il y a la mise sur le marché, et puis après, il y a l'évaluation des fins de remboursement. Pour ce qui est de la mise sur le marché, là, on a des textes assez anciens pour les médicaments et pour les dispositifs médicaux. Pour les médicaments, le règlement de 2004 qui organise la procédure centralisée et la directive de 2001 qui organise les procédures d'AMM nationale décentralisées de reconnaissance mutuelle. Ça, c'est la mise sur le marché des médicaments. Et il y a les dispositifs médicaux. On avait les directives de 93 qui ont été remplacées par les règlements de 2017. C'est vraiment la mise sur le marché. À quelles conditions un produit peut circuler en Europe. Et puis après, vraiment, deuxième phase, même si les deux chemineront en partie parallèlement, deuxième phase, c'est vraiment l'évaluation des fins de remboursement. Et c'est là, en fait, la grande nouveauté de ce règlement de 2021, qui est que l'Europe rentre dans un domaine sur lequel elle n'était pas encore rentrée jusqu'à maintenant, qui est cette phase aval de l'évaluation des fins de remboursement. Elle y entre dans les conditions qu'on a indiquées tout à l'heure, sans aller jusqu'au bout, parce que l'appréciation, encore une fois, et le remboursement sont des compétences purement nationales. Mais donc, en effet, il y a les textes mis sur le marché et les textes évaluation des fins de remboursement qui vont se succéder dans leur application sans mancher dans leur application. Alors, je vois qu'il y a un de nos invités qui a posé une question sur les délais pour remettre les avis. Est-ce qu'ils sont fixés? Est-ce que c'est vrai que, alors le médicament a moins connu ça, mais la modification des organismes certifiés en Europe en ce qui concerne le DM, ça a été extrêmement douloureux pour pas mal d'industriels qui sont retrouvés justement sans possibilité de faire valoir leur dossier, de le faire et d'obtenir le marquage CE. Et je pense que vous avez dû prendre des parachutes ou quelque chose qui fasse en sorte qu'on évite ce genre d'écueil. Et voilà, la question des délais pour un industriel est importante.
pour une association de malades, elle est importante, et pour un professionnel de santé aussi. Alors, aujourd'hui, la partie évaluation, telle que nous la faisons à la HAS, elle est cadrée, que ce soit dans le droit commun, dans l'accès précoce, y compris dans les processus dérogatoires, je parle des dispositifs médicaux. Il y a, et je vais laisser Jean Lessy en parler, il faut que vous sachiez que tout est dans le règlement européen, avec deux phases importantes, c'est-à-dire à savoir que l'évaluation HTA va précéder l'obtention de l'AMM, alors qu'aujourd'hui, il faut attendre d'avoir l'AMM pour débuter pour nous l'évaluation. Et d'autre part, il y a un délai qui est limité dans le temps sur cette partie telle qu'elle est réalisée au niveau européen. Jean, si tu veux donner les chiffres. Oui, alors, en effet, tout est réglé dans ce règlement extrêmement précis. On n'est plus sur les règlements des années 60 hein, qui faisaient une page. Là, on est dans du règlement extrêmement minutieux. Ça pourrait être un arrêté ministériel en France tellement c'est détaillé. Donc, l'idée, c'est que l'évaluation, donc cette phase d'évaluation des fins de remboursement, dans la partie, encore une fois, européenne, c'est-à-dire la partie vraiment évaluation clinique commune, rassemblement de la matière scientifique, elle va démarrer un peu avant la délivrance de l'AMM centralisée et elle va se terminer peu après. Donc, en fait, il va y avoir une sorte de parallélisation. On ne va pas attendre la délivrance de l'AMM pour commencer le travail, et ce travail devra être terminé peu de temps après. Pour être très précis, l'industriel devra déposer son dossier en vue de l'évaluation clinique commune au plus tard 45 jours avant l'avis du comité des médicaments à usage humain, qui est le comité qui rend l'avis juste avant que la Commission européenne délivre ou non l'AMM. Donc voilà, le dossier devra être déposé au plus tard 45 jours avant l'avis du comité des médicaments à usage humain. Et l'évaluation devra être finie au plus tard 30 jours après la délivrance de l'AMM, qui elle-même est censée intervenir 67 jours au plus tard après l'avis du comité des médicaments à usage humain. Voilà. Donc il y a une sorte de fenêtre d'un peu plus d'une centaine de jours pour cet exercice d'évaluation des technologies de santé, donc qui commence un peu avant et qui se termine un peu après. Et donc l'idée, c'est qu'en effet, une fois que l'AMM est délivrée, quelques semaines après, les États membres, finalement, pour leur décision d'admission ou non au remboursement, ils aient à la fois l'AMM et le rapport d'évaluation clinique commune. Et comme ça, chez nous, la Commission de la transparence pourra se réunir si la France est saisie d'une demande de remboursement, et elle aura le rapport d'évaluation clinique commune, et elle donnera le SMR comme aujourd'hui, la SMR comme aujourd'hui, l'intérêt de santé publique comme aujourd'hui, puis le ministère décidera et le CEPS négociera le prix. D'accord. Oui, c'est précis et rassurant. Anne, tu avais une question. Bonjour, merci infiniment. Moi, j'ai une question qui est un peu opportuniste, je vous prie de m'en excuser, mais qui vient de l'introduction du professeur Collet, qui a rappelé que la HAS était née en 2004 d'une loi sur l'assurance maladie. Est-ce que c'était forcément le meilleur baptême? J'en suis pas sûre. Ma question, c'est comment est-ce que l'on pourrait ou pas élargir ou rajouter à la HAS une mission beaucoup plus de santé publique, de prévention, d'information, pour en faire, rêvons un peu, un NHS à la française. J'ai pas compris ce que vous voulez faire de la HAS à la française. Un NHS, vraiment une grande institution qui fédérerait l'ensemble de ceux des institutions diverses et variées qui sont censées s'occuper de santé, de prévention et de qualité de soins. Mais en France. Oui. Oui. Bon. Alors, écoutez, on va reprendre un point d'histoire, et vous avez raison. J'ai rappelé qu'en 2004, la loi, qui est une loi du 13 août 2004, était la loi relative à l'assurance maladie. Et ça a une conséquence que je rappelle très souvent, c'est que les premières dispositions sur la HAS, et qui y sont toujours, ne sont pas dans le Code de la santé publique, mais sont dans le Code de la sécurité sociale. Il n'empêche que beaucoup de dispositions, depuis, sont apparues dans le Code de la santé publique. Le deuxième point que je voudrais faire remarquer, c'est que 2004, c'est donc août 2004, près de 2 ans et demi après la loi de mars 2002 sur les droits des malades, et la loi de 2004 n'a pas pris en compte ce qu'il y avait dans cette loi de 2002, puisqu'on n'a pas prévu la participation notamment des patients par la loi en 2004 dans les différentes prises, on va dire, on n'est pas dans les prises de décision, mais dans les expertises de dossiers par la HAS. Simplement, il faut que vous sachiez que dès 2004, enfin 2005, quand c'est devenu opérationnel, le premier président, qui était Laurent Degos, et avec le collège de l'époque, ont tout fait pour qu'il y ait des patients présents néanmoins, là où c'était possible, mais ça ne l'était pas dans les commissions dites réglementées, comme la CT, par exemple, ou la CNEDIM, ce qui nous concerne aujourd'hui. En revanche, quelques années après, un texte, ça doit être en 2015, a permis l'introduction de patients de manière réglementaire là-dedans. Donc tout ça pour dire que vous avez raison, c'est que la HAS
est née clairement avec des finalités liées à l'assurance maladie. Mais elle a progressivement pris des positions dans le domaine de la santé publique. Je voyais qu'il y avait une question sur les vaccins. La commission technique des vaccinations, en 2004, n'était pas à la HAS. Elle était au Haut Conseil de santé publique pour simplifier. Elle n'a rejoint la HAS qu'en 2018. Et progressivement, la HAS s'est de plus en plus orientée vers des missions de santé publique, au-delà de celles qui étaient à des finalités d'assurance maladie. Je rappelle quand même que les travaux sur la pertinence, sur l'élaboration de bonnes pratiques qui étaient prévus dès 2004 relèvent de la santé publique, hein, même si on peut s'interroger sur jusqu'où on pouvait aller derrière, sur des prises en charge, si elles étaient conformes ou non conformes, mais la question ne s'est pas posée. Donc oui, vous avez raison. Alors ensuite, est-ce qu'il faut une structure nationale qui couvre tout? Alors, l'esprit de la loi, c'était que non seulement nous étions autorité publique indépendante, je rappelle que c'est la seule autorité publique indépendante dans le domaine de la santé, et qu'il n'y a que 8 autorités publiques indépendantes en France, dont certaines que vous connaissez, l'ARCOM pour l'audiovisuel, ou encore l'autorité des marchés financiers. Nous sommes la seule autorité publique indépendante. Et la loi a ajouté que l'HAS était une autorité publique indépendante à caractère scientifique. C'est la seule autorité qui a ces 3 mots ajoutés, qui veut dire qu'elle a vraiment été créée à des fins d'expertise scientifique. Donc, nous sommes une autorité d'expertise scientifique. Et la question que vous soulevez, elle est fondamentale. C'est 20 ans après. Si nous avions aujourd'hui à réécrire la HAS, elle devrait, à mon sens, être toujours une structure d'expertise scientifique, mais on doit se poser la question de savoir si elle ne doit pas aller plus loin, notamment dans des domaines de décision et pas uniquement d'avis. Mais ça, c'est une approche extrêmement politique, parce qu'il faudrait une loi pour modifier nos missions, les agrandir. Quant à ce que vous évoquez, c'est aussi la notion de regroupement d'agences, de structures, qui ne font pas toutes le même métier, parce qu'elles n'ont pas les mêmes missions. Et c'est pour ça que je considère qu'on est à un niveau vraiment politique de discussion de l'organisation de notre système de santé en France, et surtout du système d'expertise publique du système de santé. Voilà. Je ne sais pas si Jean Lesy veut ajouter quelque chose. Alors, c'est très complet. Un élément sur le baptême, les conditions de baptême. Juste une anecdote. Nous fêtons donc nos 20 ans, la HAS, et notre homologue allemand, le GBA, fête aussi ses 20 ans. Il a été créé par une loi de 2004 en Allemagne relative à l'assurance maladie. Donc, il y a eu simultanément, visiblement, une sorte d'inspiration européenne commune, en tout cas franco-allemande commune, en 2004. Mais ce qu'on peut dire, c'est que maintenant l'autorité est majeure, donc on pourrait voir si elle ne pourrait pas prendre un peu plus d'aisance. Vous savez, alors je suis désolé parce que beaucoup m'ont déjà entendu dire ça. L'article qui a été créé en 2004 dans le Code de la sécurité sociale et qui définit en gros les missions de l'HAS. 20 ans après, nous sommes à la 30e version de l'article. Moi, je connais peu quand même on va prendre des agences sanitaires en l'occurrence, qui peuvent dire avoir eu 30 versions de l'article de mission en 20 ans. Et il ne faut pas se leurrer, c'est pour l'essentiel par l'ajout de mission. Parce que l'HAS s'est imposée dans le paysage français comme une structure, une institution sécurisante par ses avis pour la population et pour les décideurs. Et donc, il est légitime qu'on nous demande régulièrement qu'on nous donne régulièrement des missions supplémentaires. Mais sachez que nous sommes très ouverts ici à voir jusqu'où nous pouvons aller et voir si, dans une période comme la période actuelle, on ne devrait pas aller encore plus loin sur nos missions, sous réserve qu'on ait les moyens qui accompagnent les missions nouvelles. Voilà. Monsieur Olivier. Ah, Olivier, j'ai l'impression que Olivier ne bouge plus, qu'il est figé. Bon. Est-ce que vous nous entendez? Oui, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Vas-y, vas-y. Olivier, on te laisse la main pour que tu choisisses les questions suivantes. Oui, tout à fait. La parole à Frédéric de Broquet. D'accord. Frédéric, si tu peux te présenter en plus, parce que tu as une fonction beaucoup, qui est assez particulière au niveau européen. Oui, tout à fait. Je travaille pour Medtronic au niveau Europe sur je gère toutes les équipes de l'accès au marché en Europe. Et j'ai donc une question qui va être relative aux dispositifs médicaux, bien évidemment, et qui concerne toute l'Europe, puisque j'ai bien compris. C'est un écho. Voilà, ça va aller mieux, excusez-moi. J'espère. Je suis désolée, Olivier, mais il y a un écho. Je ne sais pas si tout le monde l'entend. Disons ça va. C'est embêtant. Ah non. Je vais essayer de poser ma question rapidement.
Donc, nous, on est dans une situation où l'évaluation des données scientifiques devrait se faire à peu près en parallèle du marché HCE pour certains dispositifs médicaux. Je suis vraiment désolée du son. La problématique qu'on a, c'est qu'assez souvent, vu les spécificités des dispositifs médicaux, on n'a pas notre corpus de données entier au moment du marque HCE. Donc, notre proposition aujourd'hui, puisque notre acte d'exécution n'est pas encore soumis à consultation, est plutôt qu'il y ait une discussion entre le groupe de coordination et l'industriel pour savoir à quel moment faire cette évaluation quand, in fine, notre corpus de données est suffisant pour permettre une évaluation de qualité et éviter finalement d'avoir quelque chose qui soit, excusez-moi, je vais être un peu pragmatique, mais sur 3 pattes, alors qu'on pourrait avoir quelque chose 6 mois plus tard ou 1 an plus tard de meilleure qualité. Voilà, c'est une proposition qu'on fait. Désolée. Alors, comme on vous l'a dit, c'est vraiment le groupe de coordination, je dirais, c'est à ce niveau-là que ça va se passer, dont nous sommes représentants, nous sommes présents, mais plus exactement, nous sommes présents, mais il y a chaque État membre y est. Donc là, on ne peut pas répondre. Le seul point sur lequel je peux répondre, c'est que, comme je l'ai dit, l'année 2025 va être une année de médicaments à évaluer, cancéro, thérapie innovante. Juste pour donner un ordre de grandeur, on s'attend de l'ordre de 25 médicaments, en gros, à évaluer sur 2025, nouveaux médicaments innovants qui vont être là-dedans. La question du DM, elle a encore un peu de temps devant elle. Alors, elle n'en a pas beaucoup, mais elle en a encore. Parce que les textes nous disent clairement que ce n'est pas avant 2026, si je ne me trompe, et donc tout le travail qui va être fait en 2025, c'est pour y conduire. Donc, il reste une année de travail pour préparer ce qui va relever de l'évaluation pour les dispositifs médicaux, et dans lequel je ne doute pas qu'il y ait des interactions entre les industriels, enfin j'ose le souhaiter, et le groupe de coordination pour la préparation des textes et des actes d'application, des actes d'exécution, et surtout de la procédure fine telle que vous la nécessitez. Voilà. Lionel, simplement une précision, pour les 2B et les 3, c'est 2028. Oui, c'est 2028, mais alors C'est 2027 pour les 1 et 2A. Oui. Sauf erreur, le texte... Enfin. Non, sauf erreur, le texte dit pas avant 2026. Et donc, c'est une interprétation qui a été faite de les mettre un peu plus tard. Mais oui, mais parce que oui, ça c'était 2024, et compte tenu des difficultés qu'il y avait à marquer CE, tous les produits, on se trouvait devant un risque de pénurie important, ça a été repoussé de 2 ans par l'ensemble des 27 États membres. Oui, mais Jacques, là, tu parles de l'agenda. Donc, simplement la précision, c'est tout. Hein. Non, mais Jacques, là, tu fais allusion à un autre règlement, ce que je disais tout à l'heure, qui est la mise en œuvre du règlement européen sur les dispositifs médicaux, le fameux NDR, qui a son agenda propre, qui est un agenda effectivement essentiel. Nous sommes en amont, d'un cas la demande, effectivement, de remboursement. Voilà. Mais je ne peux pas dire plus de choses, et je le regrette à Madame, en l'occurrence, Madame de Rouquier. Je ne sais pas si Jean a quelque chose à rajouter. Médicaux, pour ça. Merci beaucoup. Merci infiniment, et merci pour la clarté de vos explications. Je retourne vers Monsieur Olivier. Vous m'entendez? Oui. J'ai vraiment des problèmes de connexion, je suis vraiment désolé. Je suis passé sur mon téléphone. Il y a Pierre Aumont et Philippe Mottet qui ont posé beaucoup de questions. J'aimerais bien qu'éventuellement ils prennent la parole pour reposer leurs questions qui sont dans le chat. Philippe, Pierre? Oui, moi je veux bien essayer. J'ai posé 2 questions, mais plutôt de compréhension. La première, c'est concernant la procédure PICO. Pour moi, ça reste quand même un assez grand mystère. D'où proviennent-ils? Comment sont-ils construits? Lesquels sont-ils retenus in fine? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question est plus une question de compréhension. Vous venez de dire, si j'ai bien compris, que c'était l'évaluation scientifique et clinique commune intervient avant et après l'autorisation de mise sur marché, l'AMM, délivrée par l'EMA. Je ne comprends pas comment l'EMA peut délivrer une autorisation de mise sur marché sans attendre l'évaluation scientifique et clinique. Voilà mes 2 questions. Oui. Bon. Peut-être je peux compléter. Bonjour Philippe Mottet. Pour compléter la question, puisque je suis un petit peu sur les mêmes interrogations, et d'abord merci pour vos explications très claires. C'est en fait comment va interagir l'avis du CHMP avec l'évaluation
par le rapporteur et le co-rapporteur, puisqu'on a vu dans le calendrier que vous nous avez très bien expliqué qu'il y a en fait des phases qui vont se superposer, si j'ai bien compris. Oui, Donc, comment est-ce que l'avis du CHMP va pouvoir être pris en compte dans cette procédure d'évaluation? Question subsidiaire, et je dirais c'est plus une question de scénario, c'est-à-dire est-ce que vous vous attendez à ce que l'évaluation par ce rapporteur et co-rapporteur, et comme vous le disiez avec les 27, soit une évaluation qui finisse par quelque chose qui serait un plus petit dénominateur commun, ou au contraire quelque chose de plus exigeant parce qu'on met tout le monde ensemble? Merci beaucoup. Juste sur ce deuxième point, mais je laisserai Jean répondre sur la première partie. Vous savez, il faut que cette évaluation apporte les informations attendues par chacun des 27 États membres et attendues par chacun à des fins de remboursement. Et nous avons chacun des critères susceptibles d'être différents. Donc, au bout du compte, c'est une évaluation qui sera plus complète, avec des éléments en plus que ce que nous faisons, nous, à la HAS, qui est orienté HAS, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on attend pour la commission de la transparence. Donc, sur ce point-là, je vais être assez simple, on n'est pas dans ce qu'il va y avoir du plus grand dénominateur commun, comme vous le dites. On va aller bien au-delà, on va aller de ce qui peut être satisfaisant pour un État membre donné, parce qu'il a une préoccupation propre et non pas uniquement de ce qu'il y a de commun à l'ensemble des 27. Et ça a une conséquence, c'est que ce qui est prévu, c'est qu'à aucun moment, et c'est prévu par le règlement, une HAS, on va dire, d'un État membre peut demander des informations complémentaires et doit se contenter de tout ce qu'il y a dans le dossier et rien que ce qu'il y a dans le dossier, sauf si, il y a des données nouvelles, il est en droit effectivement de le demander, ou s'il y a des critères effectivement très spécifiques qui n'auraient pas été pris en compte à ce moment-là dans le JCA. Mais normalement, le JCA n'est plus retouché au niveau, on va dire, de l'établissement. Et ça c'est fondamental comme différence. Jean, si tu veux aborder la question du chevauchement entre AMM et HCA. Alors, juste sur cette question, mais Lionel a très bien répondu, juste un élément de chiffrage, 2 éléments de chiffrage. Donc, en effet, il faut que tous les États, les 27 États, retrouvent leurs petits pour leurs propres besoins. Donc, en effet, on va procéder plutôt par agrégation pour que chacun soit satisfait à la fin. Donc, ça ne sera pas un plus petit dénominateur commun, ce sera une addition de dénominateurs, en quelque sorte, nationaux. Donc, 2 chiffres. Les PICO, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est formalisé en France en amont de la procédure d'évaluation. Mais si on voulait avoir une comparaison, aujourd'hui en France, on a 2-3 critères de jugement par évaluation. Au niveau européen, on aura 15-16 critères par évaluation pour pouvoir satisfaire tous les États. Deuxième élément chiffré, faire ce travail de collection, de recueil et d'organisation des données scientifiques à la HAS, en moyenne, ça demande 20 à 30 jours hommes. Au niveau européen, ce qui a été chiffré, c'est que ça demandera 220 jours hommes. Voilà. Donc, je pense qu'avec les 2 chiffres-là, vous voyez un peu la portée de la réponse de Lionel Collet. Alors, sur l'articulation entre la procédure d'autorisation de mise sur le marché et la procédure d'évaluation de la technologie en vue du remboursement, donc entre l'AMM et le rapport d'évaluation clinique commune. Donc, il y a un chevauchement temporel au sens où c'est en effet un peu avant que le comité des médicaments à usage humain, le CHMP, rende son avis, que va démarrer la procédure d'évaluation clinique commune. Mais en revanche, elle continuera au-delà de la délivrance de l'AMM pendant, normalement, en principe, 30 jours maximum. Alors, ces 2 procédures qui, en fait, ont un objet différent, même si elles utilisent en grande partie les mêmes données. Elles ont un objet différent. La mise sur le marché, c'est un critère de rapport bénéfice-risque absolu. L'évaluation en vue du remboursement, c'est non pas une évaluation, on prend le médicament, le dispositif médical et on évalue sans rapport bénéfice-risque absolu, c'est une évaluation qui intègre une dimension comparative. Finalement, par rapport à ce qui existe déjà pour répondre à ce besoin médical, par rapport à ce qui existe déjà, finalement, est-ce que ce médicament ou ce dispositif, il a vraiment un apport qui justifie qu'il soit remboursé? Et quelle est cette quantité d'apport par rapport à ce qui existe pour justifier le cas échéant qu'il soit remboursé à un prix plus élevé? Donc, il y a une dimension comparative dans l'admission au remboursement de la fixation du prix qu'il n'y a pas dans la phase d'autorisation de mise sur le marché. Le système est conçu comme ça depuis longtemps dans tous les États, mais c'est vrai qu'il y a en partie, en très grande partie, les mêmes données qui seront utilisées pour les 2 exercices. Mais comme il y a cette dimension comparative,
Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'articulation entre les deux, aujourd'hui, c'est complètement séquencé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a l'AMM, il y a une évaluation à des fins de remboursement. Ce séquençage entre nous, il a déjà une première entaille. C'est la procédure d'accès précoce qui a été créée en France depuis 2021, où on peut permettre de manière anticipée non seulement la mise sur le marché, mais aussi la prise en charge, c'est du 2 en 1, voilà, de médicaments qui bénéficient d'une présomption d'innovation, et avant même leur AMM. Donc déjà, depuis l'accès précoce, en France, le séquençage est un petit peu, n'est plus aussi mécanique, aussi étanche. Et là, l'idée, c'est en effet de ne pas perdre de temps. Une fois qu'on a suffisamment de données, on peut déjà commencer à avoir cette approche comparative. Mais encore une fois, cette approche comparative n'est pas dans la procédure d'AMM. Elle est dans la dimension évaluation. Est-ce que ça vaut le coup de rembourser? Pour ça, si ça vaut le coup de rembourser, il faut comparer. Merci beaucoup. Si vous me permettez juste un petit point, on voit bien que, enfin, il y a des exemples où l'indication qui est finalement accordée par le CHMP est différente du dossier initialement déposé. Oui. Il peut y avoir des aménagements. Et donc, dans le calendrier que je comprends que vous nous avez donné, il restera très peu de temps finalement pour se recaler sur l'indication définitive. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ça. C'est vrai. Alors, on va apprendre en marchant, mais vous avez raison, c'est une très bonne question. Mais justement aussi, ça démarre, la procédure d'évaluation d'ETS, la procédure d'évaluation clinique commune, elle démarre en effet avant l'AMM, mais elle démarre quand même assez tard dans le processus d'AMM. On aurait pu imaginer d'ailleurs que lorsque l'industriel demande l'AMM, simultanément s'enclenche l'évaluation clinique commune. Mais ça, ce n'est pas possible pour la raison que vous indiquez. Donc, il faut attendre quand même qu'il y ait une certaine maturité de l'instruction de la demande d'AMM pour pouvoir démarrer sur des bases qui peuvent en effet encore un peu bouger, mais qui sont quand même déjà assez solides pour ne pas avoir à faire des allers-retours parce qu'on découvre qu'en effet, l'indication est très différente. Donc oui, vous avez raison. Il y a une dimension un peu pari. Je pense que le législateur européen a essayé de viser au plus juste pour démarrer à la fois le plus tard et le plus tôt possible pour éviter que les prévisions initiales soient déjouées. Oui, Est-ce que je peux m'autoriser un mini droit de suite? Vous dites que la procédure dont on parle actuellement est basée sur la comparaison. Si je me réfère aux médicaments qui concernent mon association, c'est-à-dire les médicaments onco-hématologiques, qui sont d'ailleurs concernés immédiatement, la situation d'accès aux médicaments, et notamment aux médicaments innovants, dans les 27 pays de l'Union européenne est extraordinairement différente. Ah oui, donc, oui. Est-ce que vous allez réussir à vous mettre d'accord sur un comparateur? Parce que finalement, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans certains pays, si on compare avec ce qui se pratique, alors que ce qui pratique n'est quasiment pas accessible encore, dans des cas extrêmes, mais néanmoins, voilà. Alors, si vous me permettez sur ce point, je sais que c'est un point qui soucie les industriels parce qu'effectivement, on aura plusieurs comparateurs au niveau des picots. C'est-à-dire que nous n'allons pas être dans une logique d'un seul picot pour un médicament donné, il peut y en avoir plusieurs, pour faire face justement soit à une indication différente, une population différente, éventuellement le outcome, le résultat différent, mais surtout un comparateur différent. Donc, on ne va pas être dans une logique binaire, c'est-à-dire un seul comparateur qui sera retenu, puisqu'il reviendra au groupe de coordination, quand il va préparer, élaborer la liste des picots, de tenir compte effectivement de ce que vous évoquez, c'est-à-dire des spécificités par État. J'ai une question avant de passer la parole à Martine Claret. Les systèmes dérogatoires qui ont été mis en place pour faciliter l'accès, comme l'accès précoce, comme le forfait innovation et tout ça, est-ce qu'ils perdurent après en même temps que cette modification européenne, ou est-ce qu'on va rentrer dans dans une sorte de forme de lissage particulier de ce type d'évaluation? On va simplifier. Si on ne parle que du médicament, deux types d'accès précoce, comme vous les connaissez, l'accès précoce pré-AMM ou le post-AMM. Le pré-AMM n'a pas de raison d'être modifié, puisque par définition, je veux dire, on est dans une logique qui est une logique qui précède totalement la démarche, qui va être la démarche du règlement européen HTA. Quand on est en revanche dans une AP post-AMM, dès lors que nous avons dit que le GCA, l'analyse commune, évaluation clinique commune européenne débute
la préparation avant l'obtention de l'AMM, on va être à un moment où il y aura un dossier déjà déposé, un dossier susceptible d'être déjà analysé, et c'est ce dossier-là ce qui va être utilisé pour nous, pour l'accès précoce post-AMM. Parce qu'il faut être bien conscient qu'il est écrit dans le règlement européen qu'on ne peut pas il ne peut pas y avoir deux dossiers. C'est-à-dire le dossier de l'évaluation clinique écrase tous les autres dossiers possibles. Donc, ça va être à nous de voir comment nous allons adapter nos procédures sur ces dossiers-là, de early access, comme il est annoncé, il est écrit dans le règlement européen, au règlement européen. Mais j'insiste pour dire que le pré-AMM ne bouge pas et que le post-AMM, on aura une adaptation à faire, mais à partir du travail fait par le groupe de coordination. Jean, tu veux Ça me compléter? donnera l'occasion de vous réinviter tous les deux pour que vous nous parliez des dérogations en temps utile. On reviendra volontiers. Oui, il y a dans le règlement, vous savez, en France, il y a quelque chose qu'on appelle le dites-le-nous une fois. Depuis une dizaine d'années, l'idée, c'est qu'on dit une seule fois les choses d'administration, et si notre administration a besoin de faire la même chose, bah, les deux administrations se parlent entre elles en coulisses, plutôt que de ressolliciter le citoyen. Ça, c'est la théorie. Bon. Mais c'est un principe qui est apparu en droit français il y a une dizaine d'années. Il est dans le règlement européen. C'est-à-dire qu'il y a une disposition dont les industries nous parlent beaucoup qui dit un industriel ne peut pas donner et un État ne peut pas demander des choses qui ont déjà été données au niveau européen. Donc il y a un principe du dites-le-nous une fois dans le règlement, et c'est en ça qu'il va y avoir un impact sur les procédures d'accès précoce post-AMM. Parce que pré-AMM, ça n'a pas encore été dit au niveau européen. Donc on peut demander ce qu'on veut au niveau national. Une fois que ça a été donné, ça a été dit, il y a le dites-le-nous une fois. Voilà. Donc en effet, on verra comment tout ça tourne en pratique. Sur le papier, c'est clair. Merci beaucoup. Martine. Oui, bonjour. Martine Claret, Pharma. Je fais de l'ophtalmologie, pas de l'oncologie. Mais quand même, s'occupant de ce genre de problème, ça me semble un petit peu compliqué. J'espère qu'il y aura quand même une phase de rodage et puis une mesure d'impact de chaque mesure, de ce qui se passe. Parce qu'on a vécu, et Jacques Caton en a un petit peu parlé, beaucoup de difficultés avec ce qui concernait le dispositif médical et le nouveau règlement qui a été fait pour la bonne cause, mais qui fait que là, en ce moment, il y a des problèmes de pénurie qui mettent vraiment pour les patients et il y a des produits qui manquent. Alors, je pense que pour les médicaments, en se parlant, bon, ça va marcher. Bon, moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi, si vraiment, enfin, le rapport clinique, il ne va pas en fait être utilisé pour l'AMM, si je comprends bien. L'AMM va être évaluée d'une autre façon, sachant que quand on a une procédure européenne, il peut y avoir quand même dans la procédure européenne quand même des allers-retours avec les autorités pour ajuster les indications, les autorités redemandent des choses pour l'AMM, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui prend un peu de temps. Donc les délais sont peut-être un petit peu courts, mais enfin ça, on verrait. Par contre, revenant sur l'EDN, et là on a un peu de temps, comme vous l'avez dit, heureusement, mais l'EDN c'est quand même un peu complexe parce qu'il y a tellement de sortes d'EDN et il y a plusieurs organismes notifiés. Pour l'AMM, il y a une seule autorité européenne. Pour l'EDN, il y a des organismes notifiés. Les évaluations peuvent être parfois, alors il y a un seul organisme notifié qui fait l'évaluation d'ADN. Mais néanmoins, il y a des délais qui vont être différents suivant les organismes notifiés. Ça, c'est vraiment difficile, suivant les pays. Je trouve que la diversité des DN, ça va être quand même quelque chose, les délais différents, la façon dont ils retiennent les indications, si vous voulez, c'est quand même un petit peu différent de l'un à l'autre, même s'il n'y a pas aujourd'hui des problèmes fondamentaux de sécurité. Mais pour l'accès au marché, c'est quand même différent. Donc, c'est tout simplement une remarque pour dire, j'espère que ce sera pris en compte cet aspect-là. Quand on va parler d'EDM, c'est quand même un petit peu plus compliqué. On va se sortir du problème du règlement MDR là, pour retomber dans un autre règlement qui va peut-être être complexe, même s'il est fait pour normalement faciliter, mieux circuler, que tous les patients aient accès au marché. Enfin, au marché produit. Voilà, une remarque sur l'avenir du DM. J'imagine, madame, que votre voix et celle des industriels dans le domaine du DM est portée au niveau européen. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas une difficulté de plus, je veux dire, dans votre secteur, ça c'est très clair. Simplement,
là aussi, ça a été dit, on va prendre en marchant, c'est-à-dire, hein, et sur le DM, mais on est bien conscient que du fait du règlement MDR dont on a parlé, votre secteur a déjà subi, on va dire, à défaut d'une réorganisation, une sorte de bouleversement dans les pratiques exigées pour aboutir au-delà de la certification, au remboursement. Donc, tout devra être fait. Moi, je trouve plutôt positif, d'abord que le DM soit dans le règlement européen HTA, mais également qu'il ne soit pas en première ligne, c'est-à-dire en 2025. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'on se donne un peu de temps pour le DM. Voilà. C'est très bien. Alors, question suivante de Marie-Angèle Lefebvre. Oui, bonjour, merci Bon. je suis journaliste pour l'APM. J'avais une question sur les textes d'application. Est-ce qu'il reste des actes d'exécution qui doivent être publiés? Et si oui, sur quel sujet? Et j'ai une autre question qui concerne la première phase de cette évaluation commune. Est-ce que les contacts avec les associations de patients sont possibles? Qu'est-ce qui est réalisable pendant cette première phase? Merci. Non. Bon, là, ce sont deux questions différentes. Oui, il y avait 6 actes d'exécution prévus. Si je ne me trompe pas, on en est au 3e ou 4e, Jean. Oui, j'aurais dit ça. Pardon, Ouais. ouais, 3e ou 4e, donc il reste effectivement encore du travail. Mais bon, on s'était demandé si on arriverait déjà à ce niveau-là à la fin de l'année. Votre deuxième question, pardonnez-moi, madame, c'était? Sur les contacts avec les associations de patients Oui. lors de la première phase. Bon, alors d'abord, rappelons que c'est la première fois que dans un texte européen, les organisations de patients apparaissent très clairement comme des interlocuteurs, puisqu'il en est fait question du poids des associations de patients, ce qui est à mon avis un point très très positif. Les organisations de patients interviennent effectivement et interviendront à la fois comme ce qu'on appelle des parties prenantes à tout niveau et en termes de consultation. Mais cela est prévu par les textes. Jean? Oui, alors peut-être il y aura deux couches successives de niveaux de participation des patients. Dans la phase européenne d'évaluation clinique commune, il est prévu 2 choses. D'abord, il est prévu que pour chaque médicament évalué, le groupe de coordination et les travaux européens conduisent à désigner des experts, y compris des patients, qui pourront être sollicités par le rapporteur et le co-rapporteur de l'évaluation, des patients individuellement, qui est quelque chose que nous, au niveau national, qui ne correspond pas complètement à l'approche française, où dans l'évaluation des produits de santé, on est plutôt sur une dimension collective. La contribution des patients est plutôt collective. Donc, premier niveau, c'est que le règlement prévoit que des patients puissent être sélectionnés puis sollicités dans la phase, dans les travaux d'instruction d'évaluation clinique commune. Le règlement prévoit une deuxième chose, c'est un réseau de parties prenantes. Et dans ce réseau de parties prenantes, devront figurer notamment des associations de patients, mais au niveau européen, en tout cas transfrontalier, voilà, qui pourront être sollicités également, cette fois-ci, non pas en tant que patient individuellement, mais en tant que groupement, dans le cas des évaluations. Ça, c'est le niveau européen. Puis après, au niveau national, les différentes modalités d'association et de participation des patients ou d'associations qui existent au niveau français continueront à exister au niveau de la CT. Voilà. Donc, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'au niveau européen, le sujet est abordé, comme l'a dit Noël Collet, c'est vraiment une première, c'est assez remarquable. Et sous les 2 angles que j'ai indiqués, individuel et collectif. Et puis après, au niveau français, on gardera nos modalités actuelles. Donc vraiment, il y aura une complémentarité, je crois, vraiment très intéressante. Et là aussi, on apprendra en marchant. On va marcher longtemps, ça va être bien. Il y a une question qui revient aussi, c'est comment sera déterminé le choix des pays rapporteurs et des co-rapporteurs? Alors, c'est une question, je vous avoue on se pose nous aussi, mais qu'on va essayer d'avancer. Ce qu'il y a, c'est que c'est effectivement le groupe de coordination qui va décider. Mais il faudra quand même que chaque État membre, enfin chaque État membre HAS, dise de quoi il est capable, et notamment en termes de volume de travail sur une année et qui puisse afficher. À mon sens, il ne serait pas très logique que l'IQWiG et la HAS se retrouvent évaluateurs et co-évaluateurs d'un même médicament. Je pense que la logique, c'est plutôt qu'une HAS très structurée, enfin, l'équivalent, que ce soit l'IQWiG ou nous soyons avec un autre
pays, sur lequel on pourra vraiment non pas se partager le travail, mais avoir 2 évaluations complémentaires. Mais c'est un choix du groupe de coordination. Je signale que, et je remercie Judith Fernandez qui chez nous et Madame Europe qui me signale qu'effectivement, actuellement, il y a bien 3 actes d'exécution finalisés, ce que nous avons dit, 2 sont en cours de finalisation et 1 en cours. Voilà. Par rapport à la question précédente des actes qui manquaient. Oui, après, on peut aussi imaginer que parmi les critères de sélection de l'évaluateur et du co-évaluateur puissent jouer pour certains médicaments un peu les aires thérapeutiques concernées et les expertises dont disposent les autorités, puisqu'on peut imaginer notamment, en fonction de la taille de l'autorité, que toutes les expertises ne seront pas disponibles. Et ça pourra jouer selon les molécules, bien entendu. Alors, j'ai une question de chat de Francis Mégerlin. Francis, si tu veux bien la poser en direct, ce serait super. Oui, alors, bon. Bonjour à tous, merci. Oui. Si on porte l'intégration d'évaluation clinique commune dans l'appréciation nationale, je me demandais si, au niveau de la HAS en France, ce serait une affaire de doctrine. Donc, la HAS modifie sa doctrine pour prendre en compte, pour indiquer comment elle va prendre en compte l'évaluation clinique commune, ou est-ce qu'une autre voie, qui pourrait être beaucoup plus lourde et pas forcément nécessaire, de type réglementaire, serait requise? Est-ce que ce sera une approche doctrinale ou réglementaire que cette intégration d'évaluation commune dans l'appréciation nationale? Écoutez, je crois qu'on va vous répondre à 2 voies. Pour moi, la question est relativement simple. Le règlement européen, il s'impose. Il s'impose. Donc, on a l'évaluation clinique commune qui s'impose. Et donc, c'est le document sur lequel travaillera la Commission de la transparence. À supposer qu'il y ait des spécificités par rapport à ce que nous faisons, il faudra les traiter. Mais je ne suis pas sûr que ça nécessite une modification de la doctrine de la CT. Parce que la doctrine de la Commission de la transparence, c'est autre chose. C'est-à-dire les critères que nous prenons et sur quel fondement nous les prenons. Point. Mais à partir de notre propre évaluation. Au lieu que ce soit notre évaluation, ce sera l'évaluation clinique européenne commune. Oui, ma réponse c'était ni l'un ni l'autre, a priori. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Commission de la transparence, elle a le rapport du service de l'évaluation des médicaments, donc le service de la HAS qui produit ce rapport. Demain, elle aura le rapport d'évaluation clinique commune, dans lequel elle ira piocher et passer à son tamis doctrinal et le tamis des critères prévus par les textes législatifs et réglementaires. Donc, je dirais, à ce stade, a priori, il y a à modifier ni l'un ni l'autre, ni la doctrine ni les textes. En revanche, c'est vrai qu'il y a un nouvel horizon d'échange et de partage d'expérience et d'expertise qui s'ouvre au niveau européen. Donc, évidemment, il n'est pas impossible que ce soit stimulant et que ça conduise à des évolutions. Mais je dirais, ce n'est pas mécanique. Ce ne sera pas mécanique. C'est simplement, on ouvre un nouvel espace. Donc, peut-être qu'en effet, ça nourrira la réflexion sur la doctrine ou sur l'évolution des textes français. Mais il n'y a rien de mécanique. Merci. Donc, si j'entends bien, l'émission simple du rapport d'évaluation clinique commune ne donne pas lieu à la formulation d'un tamis doctrinal. Tout cela sera spontané et cela coule de source. Il n'y aura pas de besoin d'expliciter la manière dont la HAS va faire au moment où elle recevra le rapport. Alors, ça coule de source, on l'espère. On l'espère aussi, bien sûr. D'accord, merci. Mais attendez, de toute façon, là, nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on essaie de faire de la pédagogie en toute transparence. On a fait récemment un webinaire, notamment à destination des industriels, qui a eu un grand succès. On a dit tout ce qu'on savait et tout ce qu'on ne savait pas. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui est dans les actes d'exécution qui ne sont pas encore adoptés, par exemple. Et c'est aussi, voilà, soyons humbles, moi, j'ai appliqué le RGPD quand j'étais à la CNIL comme secrétaire général. On avait anticipé plein de questions. Mais par rapport à la foule des questions que personne n'avait anticipées, c'était pas grand-chose. Donc, en fait, au fur et à mesure, on dira les questions qui sont tranchées, les questions qui sont en suspens. On se nourrira sans doute aussi, et la question a été formulée tout à l'heure, de l'impact perçu par les utilisateurs, que ce soit les industriels ou les patients. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, on apprendra en marchant, et au fur et à mesure, on aura des questions-réponses, on fera évoluer évidemment nos procédures, peut-être voilà, la doctrine. Bon. Mais nous, notre souci, c'est de dire en temps réel tout ce qu'on sait et tout ce qui est encore devant nous. Bonne journée. Bien, merci. Alors, moi, j'ai une question sur, en particulier,
on va dire, les États qui sont un peu, enfin, la controverse qui peut se passer ou la contradiction qui peut être prise entre les différentes structures européennes et nationales. Comment on fait quand on est un industriel et que, par exemple, l'évaluation européenne ne nous convient pas ou risque de nous mettre dans une impasse par rapport à l'évaluation de la commission de la transparence? Non, mais l'exemple là qui est donné, Olivier, c'est il y a une évaluation clinique commune, elle n'est pas satisfaisante telle que elle ne satisfait pas l'industriel, on va dire plus exactement, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc là, c'est la question quasiment du contradictoire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'industriel peut faire à tout moment dans l'échange avec ça. Salut Charlie, ça va? Ça va et toi? Là, il y a quelqu'un qu'on entend en plus. Peut-être couper un micro, mais la question, elle est effectivement, l'industriel devrait pouvoir, d'abord, il doit pouvoir échanger, il est partie prenante, il est interlocuteur, mais il y a un moment où la vie, il va tomber, mais il sera intervenu à un moment donné. J'aurais tendance à dire, mais ne me voyez pas provocateur, la vie, il est scientifique. Il est donc sur les données scientifiques. Donc la question ne devrait pas réellement se poser. Se poser voudrait dire qu'on a une interprétation de données fondamentalement différente de celle de l'industriel. Or, par définition, nous, on va travailler sur des méthodes qui sont des méthodes rigoureuses, nous, c'est-à-dire ceux qui analysent la littérature, hein, sur des méthodes rigoureuses. Et je pense que cette situation ne devrait pas se rencontrer. Si elle se rencontre, ça veut dire qu'il y a une discussion sur les méthodologies. Oui, je vais faire une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui dans les procédures franco-françaises, nationalo-nationales. Aujourd'hui, quand un dossier arrive dans la commission de la transparence, il y a eu encore une fois cette procédure qui ne s'appelle pas évaluation clinique commune, mais qui est le travail du service de la HAS qui a rassemblé les données, les a organisées. Bon. Et puis après, il y a l'évaluation du SMR, de la SMR. Lorsque l'industriel est en désaccord, c'est quasiment toujours avec les conséquences tirées en termes de SMR et d'ASMR, mais pas avec la manière dont sont restituées les données scientifiques disponibles. Voilà, donc ça peut se présenter, ça peut sans doute se présenter, on ne peut pas l'exclure, hein, mais le débat, c'est surtout sur les conséquences tirées et non pas tellement sur la manière dont sont restituées les données scientifiques collectées. Et donc, au niveau européen, on peut anticiper que ça se passera de la même manière, mais là, encore une fois, on verra. Et est-ce qu'au niveau de la Haute Autorité de Santé, est-ce que ce sera un travail, par exemple, qui sera dévolu à la CT? Dans ce cas-là, ça risque de poser un problème de double avis, on va dire, ou d'indépendance des avis entre le niveau européen et le niveau national, quand la France, par exemple, est payée rapporteur ou co-rapporteur. Ou est-ce que ce sera une autre commission qui jugera de ces données qui nous viennent de l'Europe? Non, mais oui, c'est pas un avis. Oui. Alors, le rapport d'évaluation clinique commune ne sera pas un avis. D'ailleurs, le règlement, pour respecter vraiment le partage des compétences entre l'Union européenne et les États, il met plein de barrières en disant ce rapport ne doit pas comporter de conclusions en termes d'appréciation, etc. C'est vraiment un rapport qui rassemble, qui structure les données scientifiques autour des fameux PICO. Voilà. Et puis après, l'appréciation, c'est celle de la commission de la transparence. Mais vraiment, je reprends l'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque le service de l'évaluation des médicaments fait ce travail de collecte, de recueil et d'organisation de la matière première scientifique, il le soumet à la commission de la transparence, et sur cette base-là, la commission déduit SMR à SMR. Donc vraiment, ça sera pareil. Simplement, la copie qui arrivera ne sera pas une copie nationale, ce sera une copie européenne. Voilà. Et la commission de la transparence enverra comme aujourd'hui. Alors, comme aujourd'hui, évidemment, l'objet qu'elle va recevoir sera très différent, donc peut-être qu'elle se posera des questions différemment, on verra. Mais a priori, ça se passera comme aujourd'hui, simplement, l'auteur et la taille du rapport seront différents. D'accord. Lionel, je ne sais pas si tu souhaites. On a une question. Non, tout à fait. Pardon. Rien à ajouter. Non, je disais rien à ajouter. Oui, il y a une question de la part d'une association de malades qui est une association qui traite d'une pathologie qui s'appelle la maladie de Verneuil, justement, et qui pose une question qui est très juste, c'est comment intégrer la communauté des patients
et des associations à ce projet. Est-ce que ça a été prévu au niveau du texte fondateur? Oui. Ce que je disais, c'est l'originalité de ce règlement, c'est d'introduire l'existence en termes de reconnaissance d'organisations de patients comme des représentants, effectivement, on va dire légitimes là-dessus. Donc là, ce sera au niveau du JCI. Je rappelle quand même que l'étape suivante au niveau de la CT, non seulement il y a deux représentants, alors, ce ne sont pas des représentants de patients, parce que dans les formules, c'est plus compliqué que ça. Il y a deux usagers, comme on dit, ou deux patients au sens large qui siègent au sein de la commission de la transparence. Mais il faut ajouter à ça les contributions qui sont demandées aux associations de patients dès lors que c'est un sujet, un médicament, ou puisqu'on parle de la CT, qui les concerne directement. C'est-à-dire que cela ne va pas changer. Donc là, on est dans la phase dite de remboursement. Je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus, d'autant plus que vous savez, je l'avais fait en introduction, la HAS n'a eu de cesse de tout faire pour que les patients aient de plus en plus de place et soient écoutés au sein de la HAS. Voilà. Oui. D'accord. On a d'autres questions encore dans le chat. Ah, pardon. Quelqu'un voulait poser une question? Non, je n'ai pas de doigt levé. Il y a une question sur est-ce que ça va avons une notion des délais de la Commission de la transparence après l'évaluation européenne? Est-ce que ça va... Ce sera pareil. D'une certaine manière, est-ce que ça va bien? Ce sera pareil? Ce sera pareil. Non, alors, on va le prendre de la manière, peut-être pas satisfaire ma réponse, elle va peut-être ne pas satisfaire. Il n'y a aucune raison que ça allonge les délais de la Commission de la transparence. Et comme nous revendiquons que nous avons des délais courts, je rappelle quand même que nous sommes à l'ordre de 80 jours pour les accès précoces quand le texte nous dit 3 mois et que nous sommes à peu près à 100 jours pour le droit commun. Il n'y a aucune raison que ce soit modifié après. Voilà. Oui. Après, c'est vrai que je comprends la question parce que, encore une fois, le rapport d'évaluation clinique commune que va recevoir la CT sur son bureau sera quand même différent de ce que la CT reçoit aujourd'hui du service de la HAS. Parce que le service de la HAS, je caricature, fait un rapport adapté déjà. Parce que le rapport de la service de la HAS ne sert qu'à la commission de la transparence. Donc, il arrive prêt à l'emploi. Là, ce qui va arriver, ce sera quelque chose, comme les tuteurs, qui agrège les besoins des 27 États, qui sera plus gros, plus compliqué, et dans lequel il y aura des choses qui ne serviront pas au niveau français. Donc, en effet, c'est vrai que l'objet qui va arriver sera différent. Et on pourrait se dire, il faudra un temps d'analyse, de décortiquage et de sélection de ce qui est intéressant pour la CT, de ce qui est pertinent pour la CT, plus lourd. Mais en fait, je ne crois pas, parce que, comme on l'a dit, l'évaluation qui va avoir lieu, du moins le rapport d'évaluation clinique commune au niveau européen, il va être fait avec la HAS. Il n'est pas fait par une autorité centralisée et la HAS découvre, tombant du ciel, un rapport qu'elle n'a jamais vu avant. La HAS va participer dans la phase de détermination des PICO. Ensuite, elle sera des fois évaluateur ou co-évaluateur, des fois non. Mais en revanche, elle sera toujours dans la dernière phase, qui est lorsque le groupe de coordination va adopter le rapport. Donc en fait, on va se l'approprier. Et donc, lorsqu'il y aura au niveau de la CT, on le présentera d'une manière, évidemment, où on aura pris les bouts qui sont importants pour les critères français. Voilà. C'est pour ça que je pense que la question se pose, en effet, puisque l'objet qui va arriver est différent, plus lourd et pas franco-français. Mais comme on est associé à toutes les étapes en amont au niveau européen, il n'y a pas de raison que ce qui arrive sur le bureau de la CT ne soit pas, comme aujourd'hui, prêt à l'emploi. Parce qu'on aura remouliné pour que ça serve à la CT. Alors, Francis. Oui, merci à nous, à tous les deux, pour ces explications. J'ai une petite question sur les réserves méthodologiques. À partir du moment où on fait du rapport d'évaluation clinique commune une forme de lieu de synthèse, à la fois des critères, des conceptions, y a-t-il encore place pour des réserves? Et si des réserves n'apparaissaient pas dans le rapport d'évaluation commune, peut-on imaginer que des réserves remontent à la surface, entre guillemets, au niveau national? Merci. Ouais, alors, je vais être prudent dans ma réponse, mais j'ai du mal à imaginer que dans l'évaluation clinique commune, s'il y a des réserves sur des études, elles ne soient pas soulignées. Je veux dire, dans l'évaluation, ça me paraît la moindre des choses. Comme on a dit, on ne refera pas le travail au niveau de chaque État. C'est-à-dire la France ne refera pas le travail d'évaluation. La seule question, c'est si, imaginez qu'il y a des réserves et qu'entre-temps apparaissent des données nouvelles, après la publication de la JCI. Bien, il revient à l'industriel de nous informer qu'il y a des données nouvelles, et c'est un cas où effectivement ces données complémentaires pourront être ajoutées, fort heureusement, à l'évaluation.
Mais je ne vois pas d'autres situations. Ce ne sera pas à nous de refaire le travail pour dire qu'il y a des réserves méthodologiques. Elles devront être, le cas échéant, s'il y en a, dans la JCA. Merci. J'ai une question qui me vient par rapport au mode de fonctionnement justement de la haute autorité. Depuis l'ordonnance HAS de 2017, est-ce qu'il y a une structure d'arbitrage, par exemple, le collège qui peut être mis en place en cas de divergence profonde entre ce que pense l'industriel et puis l'avis de la commission de la transparence après le travail fait avec les structures européennes? Là, on est dans une discussion qui dépasse la question du règlement européen, Olivier. On est dans une question qui est, il y a un avis de la CT, l'industriel n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité, on va dire, d'évocation ou d'élévation au niveau du collège pour reprendre le dossier? C'est ça la question. Alors là, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai un grand numéro là-dessus. Je rappelle que dans la loi de 2004, il y avait ce qu'on appelle un pouvoir d'évocation, c'est-à-dire qu'il a été écrit que les attributions des commissions peuvent être exercées par le collège. Ça veut dire que ce que faisait la CT dans une évaluation pouvait être non pas réalisé par la CT, mais par le collège de l'HAS. Il se trouve qu'il y a une ordonnance de 2017 relative à la HAS qui a supprimé cette disposition dès lors qu'il s'agissait d'évaluation des technologies de santé. Donc, ce qui est à la CT reste à la CT, ce qui est à la CNEDIMS reste à la CNEDIMS. On peut dire pareil sur les évaluations médico-économiques des médicaments. Ce n'est pas le cas pour les vaccins. Ce n'est pas le cas pour les vaccins, car ce sont des décisions sont des avis du collège de l'HAS. Ce n'est pas le cas pour les recommandations de bonne pratique. Ce n'est pas le cas pour la certification des établissements de santé ou l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Et ce n'est pas un secret que je n'ai de cesse de demander qu'il y ait une modification législative pour revenir à l'ancien texte, parce qu'il nous paraît essentiel qu'effectivement, dans certaines circonstances, il revienne au collège de se prononcer, plus de se prononcer que d'être un recours, mais d'offrir déjà cette possibilité-là. Alors, sachez qu'en 19 mois de présidence, j'ai déjà rencontré 6 ministres de la Santé, que peut-être bientôt je rencontrerai un 7e, et je continuerai à demander la modification législative. Oui, malheureusement, ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais c'est vrai que la valse des ministres de la Santé, ça a été quelque chose qui a été extrêmement pénalisant pour tout le monde, et en particulier pour les dossiers qui traitent sur le fond. Il y a quelque chose aussi qui va être peut-être particulier, c'est qu'on va avoir l'évaluation scientifique européenne, et puis il y a peut-être des points français très spécifiques sur lesquels il faudra apporter des éléments complémentaires. Est-ce que ce cas est prévu, ou est-ce que le dossier européen va naturellement et globalement, complètement au niveau de la commission de la transparence, ou est-ce qu'il y a un temps sur lequel l'industriel ou une association de malades d'ailleurs peut apporter des éléments supplémentaires pour dire « Ah, au niveau français, on oublie ça, ça, ça et ça ». Alors, tout à l'heure, ça a été dit par Jean Lessis, c'était « dites-le-nous qu'une fois ». Donc, nous, on a le dossier, tout le dossier, rien que le dossier, mais cela veut dire qu'on ne peut pas redemander des infos qui sont déjà dans le dossier ou d'accès à des données qui sont déjà dans le dossier. Oui. En revanche, il y a la possibilité d'avoir accès, de demander des données complémentaires, fort heureusement. Mais moi, je m'interroge depuis le début sur ces données complémentaires, pour tout vous dire, parce que je ne vois pas pourquoi ces données complémentaires n'apparaissent pas déjà dans le document, hormis dans un cas, si elles sont nouvelles par rapport au moment où le document de JCA a été élaboré. Voilà, c'est tout. Mais c'est une possibilité. D'accord. Alors, on a encore une question de Pierre Aumont. Pierre, vous pouvez la poser, hein? Oui, il y a un peu de bruit autour de moi. Bon, je savais, mais les PICO vont quand même être assez essentiels puisque c'est la base des PICO qui proviennent des différents États membres et qui sont transmis, si je comprends bien, pour la France par la HAS. Est-il envisageable que dans l'élaboration de ces PICO, les patients, enfin je veux dire les associations de patients vraisemblablement, soient impliqués? Oui, mais ça, je l'évoque, les patients
doivent être impliqués. À mon avis, c'est une nécessité. Je veux dire, dès lors que ce sont les seuls à pouvoir nous parler très clairement de ce que relève le fardeau de la pathologie, leur qualité de vie avec ces éléments-là. Donc, ils devront avoir aussi leur mot à dire à ce niveau-là. Mais vraiment, c'est pour nous un sujet important. C'est un sujet important, mais je rappelle que au-delà du JCA, il y a quand même l'avis de la Commission de la transparence où de nouveau il y aura les patients. D'accord? Donc, il faut bien comprendre qu'il y a les picots, mais qu'il y a aussi le travail qu'on fera après d'appréciation des données. La seule situation, c'est si vous considérez que les patients sont en désaccord avec les picots, c'est-à-dire soit avec le comparateur, soit avec la mesure, soit avec l'intervention, soit un des critères. Mais là, ça devra être exprimé en amont, je dirais. Il faudra comprendre pourquoi y aurait-il un désaccord dans cette élaboration. D'autant plus, j'insiste, on dit au pluriel, des picots, puisqu'il n'y aura pas qu'un picot par médicament, a priori. Mais il y aura un seul picot par État. Non. Ah, non, parce que le produit peut avoir déjà plusieurs indications, plusieurs situations. Ah, d'accord. Non, absolument. Bien sûr. Ouais. Enfin, il y a une autre question là qui vient de tomber dans le chat. Quel type de dossier devra déposer l'industriel localement? Simplement ses revendications en termes de taux de remboursement, d'ISP ou d'ASMR, donc d'intérêt de santé publique ou d'amélioration du service médical rendu? Bon. Alors, d'abord, sur le type de dossier, peut-être que Jean, tu souhaites en parler, et il sera bientôt disponible, s'il ne l'est pas déjà, mais je te laisse en parler. Non, on est en train de travailler en effet au modèle de dossier et au formulaire de saisine, et l'idée, c'est vraiment, normalement, fin décembre, début janvier, de mettre à disposition les nouveaux modèles sur le site de la HAS. Donc vraiment, on y travaille, on y met la dernière main. D'accord. Ce qui est évident, en effet, que le dossier va évoluer. Oui, je vous en prie. Non, oui, le dossier va évoluer, il va être un peu différent. Oui. On est d'accord. Bon, il va falloir qu'on s'adapte. Ça va être de l'apprentissage en marchant. Oui. Avec vous. Bon, ça va être important parce que c'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses en termes de la pédagogie. Et vraiment, c'est pour ça que je vous renouvelle mes remerciements aujourd'hui d'intervenir. C'est vraiment capital parce que c'est des mécanismes qui sont des mécanismes extrêmement subtils et qui ne vont pas paraître simples pour un certain nombre d'industriels. Pour les grands groupes internationaux, j'ai pas tellement d'inquiétude, mais je pense que pour un certain nombre d'entreprises qui sont des ETI ou des PME, ça va être pas simple, enfin, ce sera pas simple à expliquer. Il y aura une possibilité de cellules pas de rattrapage, mais de consultation pour, j'imagine, une start-up qui développe un produit qui a des caractéristiques comme celle de passer dans la première phase et qui se retrouve avec 2 ou 3 personnes à l'intérieur de son team, c'est tout. Ça va être moins facile que pour une entreprise qui est installée sur le marché depuis des années et qui a une connaissance déjà des rouages de l'évaluation. Est-ce qu'éventuellement, il y aura de la part de la HAS on va dire un monsieur explication ou quelqu'un qui va être chargé justement de un peu ce qui se fait d'ailleurs dans les forfaits innovation et ce que je trouve très bien, mais vraiment quelqu'un qui pourra apporter des réponses concrètes. D'abord, il y a toutes les compétences à la HAS pour ça. Hein, je voudrais vraiment qu'on le dise, que si au niveau européen, il y a une équipe sous la houlette de Judith Fernandez, qui est directrice adjointe chez nous à la direction de l'évaluation et de l'accès aux innovations, et puis il y a toute la compétence du service d'évaluation des médicaments, pour ne citer que ça, ou du service d'évaluation des dispositifs médicaux, qui seront prêts à ça. La question, on peut la traiter à 2 niveaux différents. D'une manière très générale, et nous avons une expérience de webinaire, d'accès, d'information auprès des industriels, ou au cas par cas, on va dire produit par produit.
Et là, on est dans une question, savoir si ce que vous souhaitez, c'est aborder des questions allant jusqu'aux rencontres, ce qu'on appelait avant pré-dépôt, ou qu'on appelle rencontres précoces encore aujourd'hui, pardonnez-moi, sachant qu'il y a des évaluations scientifiques prévues communes, les fameuses GSC, là-dedans, au niveau aussi du groupe de coordination. Et sachant que dès lors qu'il y aura une évaluation optionnelle, le choix demandé par l'industriel sur son produit, évaluation, je veux dire, je redis scientifique, hein, donc d'avant, nous ne ferons pas, nous, de rencontres précoces, car c'est très clairement prévu que dès lors qu'elle aura eu lieu, elle considère qu'il y a eu cette rencontre. En revanche, on peut la faire avant. Mais pour la faire avant, je suis désolé de le dire, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Et non pas les moyens en termes de compétences, en termes vraiment quantitatifs humains. Rappelons pour ceux qui ne sont pas familiers avec le secteur public, la différence entre vous qui êtes du privé, c'est que si vous développez votre entreprise, si vous obtenez le budget, vous avez la possibilité de recruter. Dans le public, nous avons ce qu'on appelle un plafond d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recruter au-delà d'un certain nombre d'emplois. Et notre plafond d'emploi, il est fixé dans le PLF, alors actuellement dans le projet de loi des finances. Je dis bien PLF et pas PLFSS. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous avons demandé des emplois complémentaires pour accompagner la mise en œuvre du règlement européen. Et je voudrais dire ici, saluer que la DSS a pris nos demandes en considération à ce titre-là, que le ministère l'a pris, que c'était dans le PLFSS, et je le dis à l'imparfait, dans le PLF, parce qu'on souhaite, nous, ici, que ça demeure, parce que c'est une des conditions pour nous de réussite de ce règlement européen, surtout du fait que nos voisins, immédiatement d'outre-Rhin, pour ne citer que eux, parce que ce sont les plus proches, ont déjà anticipé, car eux n'ont pas de plafond d'emploi. Donc je me permets d'évoquer ça. Or, nous avons besoin d'emploi pour ces rencontres précoces aussi, cet accompagnement des industriels. Est-ce qu'on peut une dernière question? Jacques, oui, je vois qu'Olivier a disparu, mais non, simplement, est-ce que les élections européennes, la nomination du nouveau commissaire, etc., risquent de modifier à terme cet échafaudage? Oui, un règlement européen, c'est sur des années qu'il se prépare. Donc, il ne pourra pas être modifié immédiatement. Lorsqu'il y a des modifications de règlement rectificatifs, on l'a évoqué avec le règlement MDR, c'est sur des délais de mise en œuvre, parce qu'il manquait, par exemple, des organismes notifiés. Mais on ne va pas, maintenant, me semble-t-il, le modifier fondamentalement. Alors, je sais qu'il y a une résolution du Parlement européen, non pas par rapport au règlement HTM, mais par rapport au règlement DM, et on verra comment il pourra avancer. Mais chaque chose en son... Je ne pense pas que... Vous savez, c'est des constants de temps, c'est long, les constants de temps pour élaborer ces textes. Donc, ça ne pourra pas être modifié dans l'immédiat. Voilà. J'ai l'impression que nous avons perdu Olivier, Mariotte. Non, non, je suis là. Ah, je ne te voyais plus, pardon. Mais oui, parce que j'ai des problèmes de réseau et donc je repasse par mon téléphone. Je suis vraiment désolé. Ah, ça y est, parfait. Je bois vos paroles et donc je n'ai pas du tout envie de disparaître complètement. Oui, comme ça, donc, pour revenir à la question précédente, on ne risque pas un scientifique hongrois ou moldave qui viennent nous bouleverser par l'intermédiaire de la commission santé de l'Europe, ces différents textes et ces différentes... Je ne parlerai pas en risque, je vais raisonner autrement. Oui, on peut modifier un règlement européen, mais ça ne peut pas être brutal. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille avec un agenda et on n'a aucune raison de penser que cet agenda va être modifié. Voilà. D'autant que la commissaire, Mme Kyriakides, c'est la même. C'est plus elle. Oui, c'est plus elle. Voilà. C'est plus elle. Et voilà. On est en train de discuter justement avec... Enfin, on est en train. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est la Commission européenne est en train de discuter avec un nouveau qui est hongrois d'ailleurs. Oui, absolument. Voilà. Bon. Je crois qu'on a épuisé toutes les questions. Vraiment merci parce que cette séance était à mon avis indispensable. On est encore très très nombreux à la suivre. On est monté quand même à 200 participants. C'est beaucoup pour un Café Nil. On est très heureux de participer à cet effort de pédagogie, du moins de contribuer très modestement et en mettant en disposition cette plateforme. Mais vraiment, merci à vous pour
les réponses aux questions que vous avez pu faire, dans le sens où elles étaient très pratiques, très pragmatiques. Et puis, écoutez, je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'à partir de 2025, on apprenne en marchant et qu'on se retrouve sur des dossiers intéressants qui apportent beaucoup de choses pour les patients et qui nous permettent de faire avancer l'évaluation de l'ensemble des produits innovants en particulier le plus rapidement possible et de manière la plus consensuelle au niveau européen. Voilà, vraiment merci. Merci beaucoup. Et merci pour ces échanges de notre côté. Ah oui, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.